Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Et il est désormais l'heure d'ouvrir notre page crypto-monnaie avec notre expert Mohamed Ganet. Bonjour Mohamed. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Mohamed Ganet, fondateur de MyScaling, spécialiste des crypto-monnaies. Avec vous, Mohamed, j'aimerais bien décrypter une chose. On a appris ça il y a une heure. C'est le New York Times qui nous informe. Il semblerait qu'on ait découvert l'identité du créateur des bitcoins. Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'évolution des cours, ça? Et moi, je constate que ça en a pas eu, hein. Il y a eu plusieurs théories autour de l'identité de Satoshi Nakamoto. Il y avait eu différents reportages aussi qui étaient sortis à ce sujet l'année dernière. On n'a pas de vérité absolue sur l'identité de Satoshi et on a un cours du Bitcoin qui reste toujours entre les mêmes bornes, hein. Y compris après la nouvelle qu'on a eue dans la nuit dernière, mais celle d'avant. On a toujours un Bitcoin qui oscille entre 66 000 et 75 000 dollars. Donc on n'a pas eu de mouvement franc, ni à la hausse, ni à la baisse. Donc on est toujours dans l'attentisme. Les investisseurs sont toujours dans l'attentisme sur le BTC à court, moyen, long terme. Et non, l'identité de Satoshi Nakamoto, ça reste aujourd'hui malheureusement toujours un peu de la spéculation et des hypothèses qui sont pas vérifiées. Par la force des choses, il faut faire confiance à tout le monde. On a découvert maintenant qui est Bansky, donc par la force des choses, on découvrira un petit peu qui est Satoshi Nakamoto. Mohamed, un peu plus sérieusement, le Bitcoin, comment il a réagi face à l'annonce du cessez-le-feu entre les États-Unis, Israël, enfin les États-Unis et l'Iran. Israël s'est complètement mis en dehors de cessez-le-feu. Comment il se comporte actuellement le Bitcoin dans ce contexte? Et il bouge toujours très peu. On reste entre des limites, un range qui est très serré en fait, hein. Je vous parlais il y a 2 semaines et encore la semaine dernière du support à 66 000 dollars sur le Bitcoin qui a tenu puisqu'on s'est appuyé dessus 2-3 fois la semaine dernière. Et je parlais de jouer potentiellement ce niveau à court terme dans l'esprit d'un rebond en l'attente d'une annonce et d'un catalyseur. Ce rebond a eu lieu. On a eu à peu près 9-10% de hausse depuis le niveau des 66 000 dollars. Là, actuellement, on est à 71 000 dollars et la grosse résistance à court terme que je surveille pour envisager potentiellement une reprise de la hausse, c'est toujours à 75 000. On n'y est pas allé, malheureusement, c'est arrêté avant et on a toujours des volumes qui restent malgré tout faibles, à la fois sur les produits dérivés, à la fois sur le marché spot. C'est ça, on a l'impression que, en fait, finalement, le marché, les investisseurs crypto, ils sont prudents, mais en fait, ils paniquent pas. Non, il n'y a pas eu réellement de panique. Le dernier mouvement de panique qu'on a eu, c'est quand on est passé de 85 000 dollars à 60 000 dollars début février. Depuis, on n'a pas recassé le niveau des 60 000 dollars, donc on est dans une phase de consolidation qui dure maintenant depuis 3 mois. Donc il n'y a pas eu de panique. J'ai l'impression que le marché a été un peu épuré, on va dire, des mains faibles, et qu'aujourd'hui c'est plutôt les mains fortes qui s'intéressent au marché. On a notamment eu la nouvelle hier là, du lancement d'un ETF Bitcoin Spot de la part de Morgan Stanley. Donc c'est la première banque qui propose un ETF Bitcoin avec les frais le plus bas du marché à 0,14%. Donc ça devrait permettre également de redonner un peu de dynamique aux investisseurs et maintenant de pouvoir accéder encore plus facilement auprès des particuliers au Bitcoin à travers la banque Morgan Stanley. Donc c'est une grosse annonce. Ouais, c'est une grosse annonce, mais c'est déjà dans les prix, non? C'est plutôt intégré dans les prix. Aujourd'hui, les marchés à risque ont été un petit peu mis de côté de la part des investisseurs, y compris des spéculateurs. Puisque d'habitude on a des mouvements de forte amplitude aussi via les market makers et ceux qui essaient de louer le marché à court terme avec des effets de levier. Aujourd'hui, on remarque que le marché s'est un peu vidé de tout ça. On a eu, pour exemple, en mois de mars, des volumes, que ce soit sur les échangeurs centralisés et décentralisés, des volumes en baisse qu'on n'avait pas vu depuis septembre 2024. Donc on est vraiment sur aujourd'hui un marché qui est un peu vidé d'intérêt et qui attend vraiment un catalyseur fort. Le catalyseur qu'on a eu il y a 24 heures n'a pas suffi à Bitcoin à sortir de sa zone de consolidation. Oh, Mohamed, on a appris hier que l'Iran exige désormais des paiements en bitcoin pour traverser le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Bitcoin, c'est aujourd'hui la monnaie la plus décentralisée, hein, qui permet de faire des échanges à l'international dans des délais très courts. Donc je pense qu'ils veulent. C'est peut-être un peu provocateur aussi de leur part, hein, puisque le gouvernement Trump avait mis en avant beaucoup les cryptoactifs et notamment le Bitcoin. Donc c'est peut-être un peu en réponse à ça de dire les transactions ne se feront pas en dollars et se feront plutôt en Bitcoin, ce qui leur permet de détenir réellement leur actif et de pouvoir, je crois que c'est 1 dollar hein, qu'ils voulaient imposer là pour Ouais, chaque c'est ça. baril, Ouais, un péage.
un péage à mettre en place. Donc est-ce que ça va être mis en place réellement ou est-ce que pour l'instant on est uniquement sur quelque chose d'anecdotique ou une idée à conformer? Oh, ce qu'on sait en tout cas de sources très sûres et très fiables, c'est que, en gros, pour le moment, chaque méthanier, il n'y en a que 4 qui ont réussi à passer le détroit de Payerne, mais en tout cas, le paiement, c'était 1 million de dollars, en gros, globalement, le droit de le tarif du péage, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut dire, Mohamed, vu que le Bitcoin, effectivement, réagit plutôt bien, je dirais, entre guillemets, vis-à-vis du contexte géopolitique actuel, est-ce que les investisseurs ne sont pas en train d'opérer une rotation vers des actifs de niche? Est-ce que le Bitcoin, ça ne devient pas un actif de niche finalement? Oui, je pense qu'il est clairement considéré comme ça. Alors, il y en a qui parlent de valeur refuge. Je suis pas forcément d'accord avec cette valeur. C'est plutôt une réserve de valeur qui permet notamment Hmm. d'être contre aussi un petit peu l'inflation. On le voit sur les 10 dernières années. Pour celui qui a détenu du BTC ou alors qui en a renforcé ou qui a mis en place une stratégie simple de DCA, il a toujours surperformé le marché, on va dire déjà des indices boursiers traditionnels, que ce soit le S&P 500, l'Eurostoxx, etc. Et en plus de ça, il a battu l'inflation. Donc aujourd'hui, le Bitcoin est de plus en plus considéré comme potentiellement une réserve de valeur, souvent comparé un petit peu à l'or digital également. Donc c'est un actif qui ne peut plus être ignoré aujourd'hui, que ce soit de la part des institutionnels, mais également des particuliers. Donc je confirme. Alors les particuliers, justement, on apprend également aujourd'hui que les Français détiennent beaucoup moins de Bitcoin que les Allemands, par exemple. Est-ce qu'il y a une raison particulière selon vous? Je pense que c'est culturel. Il y a eu des comparaisons aussi qui avaient été faites avec certains produits, notamment les options. Les Français sont plutôt orientés actions, assurance vie et d'autres produits et sont beaucoup moins, peut-être moins formés aussi à investir sur des marchés risqués. Donc effectivement, comparé à d'autres pays, on a tendance en France à investir plutôt sur d'autres classes d'actifs. Pour autant, pour les nouvelles générations, j'avais donné une conférence dans une école de commerce là il y a 3 semaines et j'avais été surpris en faisant lever les mains de me rendre compte que pour les nouvelles générations, on avait quasiment 50% de la salle qui avait levé la main, qui s'intéressait aux cryptos et qui avait déjà investi en crypto. Donc la tendance devrait quand même être plutôt à la hausse pour les générations à venir. Oui, c'est ça, même si le QI moyen est en train de baisser en France. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation? J'en sais, j'en sais strictement rien. Bon, bref, Mohamed, comment est-ce que vous anticipez les mouvements de marché à l'heure actuelle? Je reste plutôt attentiste, je reste peu exposé finalement au marché en ce moment. J'attends vraiment une sortie de ce canal là par le haut, autour des 75 000 $ sur le Bitcoin. Pour le moment, même les mouvements à court terme, je les joue très peu. Alors la hausse qu'on a eue hier a été plutôt quand même sympa depuis les 66 000 $ de pouvoir faire 10% de hausse là en 24 heures, c'est toujours intéressant. Mais pour l'instant, il vaut mieux rester à l'écart. Il vaut mieux être plutôt sur une maîtrise de son risque, ne pas se surexposer, et encore moins sur les produits à effet de levier. Donc, j'essaie de regarder aussi un peu le marché des altcoins. Il y a eu une annonce hier de CME Group qui va bientôt lister des actifs, des produits dérivés pour 2 altcoins sur le projet Avalanche et SUI, qui devrait être listé à partir du 4 mai. Donc, ça pourrait également peut-être relancer une dynamique et des volumes plus importants sur certains altcoins. Donc, le BTC, pas grand-chose à faire pour l'instant et j'essaie plutôt de trouver des petites opportunités un peu plus intéressantes avec un ratio risque-gain sur les altcoins dans un horizon un peu moyen terme entre 1 et 6 mois d'investissement. Ok. Vous avez dans votre portefeuille des stablecoins? Bah, quand je dérisque le portefeuille, j'ai plutôt tendance à les basculer en stablecoin. En Europe, on est plutôt stablecoin USDC puisque l'USDT est pas réglementé en Europe. Donc effectivement, le mieux quand on veut sortir se dérisquer ou ne plus être exposé à la volatilité du marché crypto, il vaut mieux sortir en stablecoins. Ok, très clair. Merci beaucoup, Mohamed, d'avoir été avec nous ce matin. Mohamed Ganet, vous êtes fondateur de MyScaling, spécialiste des marchés crypto, avec nous désormais tous les jeudis. Et écoutez, je vous en remercie beaucoup de nous faire confiance. Et écoutez, à la semaine prochaine, Mohamed. Je vous souhaite une excellente semaine. De notre côté, on va marquer une courte page de publicité. Juste après, on va retrouver Alexandre Baradez pour une interview. On va passer en revue tous les actifs qui pourraient être impactés par le contexte mouvant, très mouvant, géopolitique actuel. À tout de suite.